la page, juste à la fin, dès qu'on aura raccroché. Voilà. Le thème d'aujourd'hui, vous le connaissez tous, vous l'avez vu, c'est le basket masculin, basket féminin, une réelle différence, du plus jeune joueur au haut niveau. Voilà. Et pour l'occasion, on a décidé de faire un petit jeu hashtag basket. Donc on vous laisse commenter et poser des questions en rapport avec le thème, en mettant le petit hashtag basket sur le commentaire. Et puis à la fin, celui qui aura le plus commenté ou le plus posé de questions aura la chance de pouvoir être avec nos encadrants sur le prochain live. Voilà. Donc je vais laisser les encadrants se présenter. Je vais commencer avec Philippe, après Pierre, Olive et Christophe. Voilà. Oui, donc bonjour, Philippe Agostini, 52 ans, entraîneur d'un peu toutes les catégories, de baby jusqu'à senior, championnat de France, N1, N2, N3, masculin, féminin, et les championnats de France de jeunes. Voilà, j'ai fait un peu tout le tour, et donc actuellement je suis surtout directeur adjoint d'un service des sports, c'est mon travail, et puis voilà. Bonjour à tous, Pierre. oui, Pierre Bonnor, cadre technique du comité Drôme-Ardèche depuis 2 ans, et avant ça j'étais salarié du club de Saint-Vallier dans la Drôme. Voilà, essentiellement un parcours sur les garçons en ce qui me concerne. Olive. Ouais, bonjour à tous, Olivier Jordi. Donc moi je suis cadre technique sur la Nouvelle-Aquitaine, sur la Ligue. Parmi mes missions, j'entraîne des jeunes en pôle espoir. Et dans mon passif, j'ai été sur des équipes nationales en filles, en centre de formation en garçons et en filles. Donc un grand intérêt pour ce que tu nous proposes ce soir. Christophe. Oui, bonjour, Christophe Denis, 47 ans. Moi, je suis issu de l'Olympique d'Antibes. C'est là-bas que j'ai commencé ma jeune carrière d'entraîneur. Puis, je me suis rapproché un peu du haut niveau en étant à la fois responsable de plusieurs centres de formation. Tout d'abord à l'Olympique d'Antibes, une seule année, et puis pendant 12 ans sur le centre de formation du Paris Basket Racing, puis du Paris Levallois, assistant sur les équipes professionnelles, head coach aussi, à la fois sur de la Jeep Elite comme sur de la Pro B. Et je suis actuellement donc directeur sportif d'un club en banlieue parisienne et entraîneur de l'équipe première qui évolue maintenant en pré-national. Voilà. Donc merci à tous d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours génial de vous avoir avec nous. Et puis on va démarrer directement le sujet puisque aujourd'hui la faute de moyens nous permet pas d'envoyer le teaser. Alors aujourd'hui on a décidé de partir sur ce thème et de partir sur 5 dimensions. Donc on va commencer sur la dimension physique. La première question est quelles sont les particularités du physique masculin puis du physique féminin? Je laisse répondre Olivier, tiens pour démarrer. Ok, sympa. Bah écoute, au niveau physique, si on va sur de l'anatomie, il y a des particularités assez simples, hein. Un valgus, une position du bassin qui est quand même assez marquée chez les femmes, une laxité aussi ligamentaire. Et après, si on en revient au terrain, puisque je suppose que ta question elle était plutôt axée là-dessus, la dimension physique pour moi est identique. Puisque je me base régulièrement quand je travaille les fondamentaux physiques, aussi bien chez les filles que chez les garçons, sur les particularités de notre discipline. Après, je passe la balle à mes collègues par rapport à ça. Est-ce que tu veux qu'on parle de quoi? Parce que quand tu me parles de physique, est-ce que tu veux qu'on aille chez les jeunes d'abord peut-être? Ou c'est dans la globalité? On démarre par les jeunes et puis on va aller sur le haut niveau, mais là pour cette première question, tu peux commencer juste globalement. Ok, écoute, après, je vais en rester là. Moi, je pense que je ne fais pas de différence au niveau physique et notamment sur les jeunes au niveau des apprentissages, que ce soit aussi bien en garçon qu'en fille, si ce n'est que je vais être peut-être un peu plus sensible en termes de prévention, notamment autour de la problématique des genoux et des entorses chez les filles, mais j'ai la même sensibilité chez les garçons. D'accord. Philippe? Oui, je rejoins Olivier. Pour moi, pas de différence dans le travail sur le physique en tout cas, comme dans la technique d'ailleurs, on y viendra plus tard. Mais par contre, une veille attentive sur tout ce qui est ligamentaire, tout ce qui est genoux et surtout les ligaments croisés, puisque donc il y a des études qui montrent que
Dans le basket féminin, il y a 30% de plus d'accidents des croisés. Donc, on y reviendra dessus, mais ça peut s'expliquer notamment d'un point de vue hormonal, et d'un point de vue musculaire, souvent par un déséquilibre entre les quadriceps et les ischios, qui nécessite un travail peut-être particulier, mais qui peut se faire surtout dans des conditions d'entraînement quotidien, voire bi-quotidien, dans des catégories où on s'entraîne que 2 ou 3 fois par semaine, c'est plus compliqué. Donc ça nécessite un travail particulier, individuel, pour éviter ces blessures-là en tout cas. Pierre? Ouais, non, je rejoins ce qui a été dit précédemment, à savoir que il n'y aura pas de différenciation dans la façon d'aborder les choses et dans la façon de travailler. Moi, je vais parler de mon expérience au niveau du comité ou sur les catégories jeunes. En effet, on va demander le même niveau d'investissement, la même intensité sur les situations, que ce soit garçon ou fille. Voilà, après, peut-être qu'il y a des différences un peu plus hautes, mais en tout cas, sur les jeunes et sur les consignes de base, ça reste sensiblement la même chose. Christophe? Ouais, moi je pense qu'effectivement, quand on regarde un match de basket masculin ou un match de basket féminin, la différence athlétique entre les deux baskets est criante. Évidemment qu'il y a une différence, encore heureux d'ailleurs, qu'il y a des différences sur le plan athlétique entre les hommes et les femmes, mais je pense que c'est une grave erreur que d'essayer d'opposer ces deux baskets qui finalement n'en fait qu'un, c'est un seul et même basket. Voilà ce que je pense. Je pense que c'est évident que les filles n'ont pas les mêmes qualités athlétiques que les hommes, mais que c'est très réducteur que de résumer le basket à cette seule dimension athlétique. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que le rapport de force, quoi qu'il arrive, existe toujours, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes, au même titre qu'il y a une différence athlétique entre les filles et les hommes, il y a aussi une différence athlétique entre deux équipes masculines qui peuvent s'affronter. Une équipe qui peut être surdimensionnée athlétiquement, contrairement à une autre qui sur cette dimension-là est moins costaud. Et puis que cette dimension athlétique aussi ces dernières années a eu une belle évolution chez les filles en tout cas, puisque on arrive maintenant à avoir un basket beaucoup plus athlétique chez les filles aussi. Donc, c'est bien la preuve que les choses évoluent dans ce sens-là. Voilà ce que je pense sur cette première question. Tout à fait d'accord. Merci en tout cas pour vos avis. Moi, si je peux rebondir, trouvez-vous judicieux de faire jouer les Flo, si je peux rebondir juste Oui, parce vas-y, que on en profite, on a un prof de PS avec nous, donc moi ce que je constate quand même, c'est dans la dimension athlétique, d'accord, et si on revient sur la préparation physique chez les jeunes, c'est que on peut se dire que la civilisation, notre population évolue vers des écrans, enfin on va aller chercher différentes choses, mais moi j'aimerais avoir le point de vue de Christophe par rapport à l'approche de l'éducation physique et de son évolution, parce que souvent il y a des filtres qui sont mis ou des critiques qui sont un peu piquantes à l'encontre de l'éducation nationale sur le fait qu'on récupère des jeunes qui sont moins athlétisés qu'auparavant. Et j'aimerais, si on pouvait, avoir ta vision des choses. Ma vision des choses, c'est déjà une critique vis-à-vis de ce que l'on vit, nous, de l'EPS depuis pas mal d'années. C'est qu'il faut savoir que plus les décennies passent, plus on se rend compte déjà que la pratique du sport à l'école diminue, qu'aujourd'hui des élèves entre 15 et 18 ans, on va dire, n'ont plus que 2 heures de PS par semaine, alors qu'il y a quelques années, ce nombre d'heures était de 4. Ça, c'est la première des choses. J'étais justement en visioconférence ce matin avec l'inspection académique là, et les coordonnateurs de mon établissement. Il y a des attendus de fin de lycée qui sont en train de complètement changer par rapport à ce que tu viens de dire. Et on va essayer justement de reprendre un peu ce qui a été, il me semble, une force de l'éducation physique et sportive, c'est le côté savoir courir, savoir sauter et tout ça dans le temps. Voilà, plutôt que d'intellectualiser finalement la pratique sportive. Mais non, j'ai été surpris parce que moi je reviens d'une disponibilité de 8 ans. De par mes activités de coach là dans le monde professionnel, et que j'ai été surpris cette année de voir l'évolution que l'EPS a pu subir
ces 8 dernières années. Mais j'ai été plutôt surpris, agréablement surpris en tout cas, Ah, de voir que l'ensemble de mes collègues et d'une manière générale le PS mettaient de plus en plus l'accent justement sur cette dimension physique au travers de l'éducation physique et sportive. Olivier, du coup, t'as ta réponse à la question? ah ouais, ouais, nickel, non, mais c'est ça, parce que c'est souvent, enfin, à mes yeux, c'est assez faux, dans le sens où même moi qui suis de temps en temps un peu provocateur, en échangeant avec des collègues, je le mettais en avant en disant voilà, on doit tout reprendre, quelque part, courir, sauter, lancer, alors que c'est faux, les fondamentaux sont inculqués. Après, c'est juste une question de temps, et puis après une adaptation aussi, et comme nous, on doit se remettre parfois en question en tant qu'entraîneur sur l'approche qu'on peut avoir avec nos publics, quoi, qui ont évolué. Alors que l'ancienne génération, telle qu'on a été formé, on n'était peut-être pas prêt à accueillir ce public-là. Et c'est à nous maintenant de muer ou de transformer un petit peu notre discours et notre approche. Donc c'est pour ça que ça Oui, parce m'intéressait. que pour avoir un pied dans chaque milieu, hein, que ce Mm. soit dans un club amateur ici avec des U7 jusqu'au U20, hein, en passant par les seniors, jusqu'aux seniors, pardon, pour avoir un pied dans chaque milieu, je peux te dire que dans le monde de l'éducation physique et sportive, on est beaucoup plus pointu et avancé sur le plan psychomoteur qu'un entraîneur de club. Ça, je te le garantis. La formation des profs de PS est à des années-lumière de la formation des entraîneurs. C'est que tu vas demander à un entraîneur de U13, U15 qui a 2, 3, 4, 5 ans d'expérience est incapable de mettre sur papier un programme qui vise le développement des qualités motrices d'un jeune de 11 à 20 ans. Hein. Un prof de PS, il est capable de le faire. Ok, donc parfait pour cette petite aparté qui nous enrichit. La question qui est la suivante, c'est trouvez-vous judicieux de faire jouer les filles et les garçons ensemble? Alors on sait qu'à partir de U13 deuxième année, après dès qu'elles basculent en U15, c'est plus possible. Mais est-ce que vous trouvez judicieux de faire jouer des filles et des garçons peut-être à l'entraînement ou voire en match? Pierre? Sur les catégories que tu viens d'évoquer où le règlement le permettait, moi, c'est pas quelque chose qui me choque. Après, sur des niveaux d'opposition un peu supérieurs, je pense que le basket qui est proposé est quand même un petit peu différent et avec un niveau d'engagement qui est pas forcément le même et je suis pas forcément persuadé que dans un cadre d'opposition standard, ça soit forcément le mieux qui puisse se passer. Je vais prendre comme exemple l'équipe de la Tronche qui, il y a quelques années, jouait déjà le haut de tableau sur la N1 là, avant de monter l'année dernière, qui avait essayé d'organiser un match amical face à une équipe U18, en l'occurrence Aix-Maurienne, et finalement il y avait pas eu de match. Il n'y avait pas eu de match dans le sens où le différentiel athlétique faisait que les deux équipes n'avaient pas pu exprimer vraiment de basket parce que tout à l'heure on parlait d'un rapport de force. Les qualités d'une équipe n'étaient pas les mêmes que l'autre. De garçons contre filles, mais que chaque équipe puisse jouer avec des garçons et des filles dans son roster, ça serait déjà quelque chose d'un peu plus équilibré. Pourquoi pas? Moi, c'est des choses on peut parfois mettre en place sur la pratique du 3-3 notamment, ou qui s'y prête un petit peu plus. Maintenant, ouais, dans un cadre de compétition, ça me paraît pas forcément opportun d'aller dans cette voie-là de la mixité sur la compétition. Philippe? Oui, bah écoute, moi jusqu'à U11, voire même les catégories U13, mais plutôt peut-être pas le haut de tableau du U13, mais un petit peu dans le style débutant. J'aime bien faire jouer les filles et les garçons. Je dirais même que je préfère faire jouer les filles en même temps que les garçons. Notamment si je regarde les championnats poussins-poussines, là donc en tant que président de club, j'encadre toutes ces catégories-là et je vois vraiment la différence entre l'engagement d'un championnat poussine et l'engagement d'un championnat poussin. Pour ainsi dire, j'ai l'impression que on soigne ou comment dire, on hésite
à mettre de l'engagement chez les filles, alors qu'elles sont capables à cet âge-là d'en mettre autant que les garçons. Et ça m'a souvent gonflé. Donc ça fait quelques années où j'ai décidé d'arrêter d'engager des poussines et je mets tout le monde en poussine mélangé. Voilà. Après en U13, je sais que certains départements mélangent encore, surtout quand il y a des problèmes de nombre de licenciés. Pourquoi pas. En U13, il y a souvent les filles qui commencent à pousser, alors que les garçons sont toujours des petits nains qui courent partout. Donc les gamines sont peut-être encore un peu en domination au niveau de la taille et au niveau compréhension du jeu, ça joue un petit peu plus propre et tout. Alors que le garçon est encore un petit peu avec son ballon et moi. Son ballon et lui plutôt. Et donc voilà, ça c'est mon avis. Mais après au-delà de U13, non, les différences athlétiques commencent à se faire vraiment. Ok. Olivier? Olivier, tu m'entends? Ah, ça y est, ouais. Ouais, Non, ouais, je t'entends. je vais faire. Alors moi, bon, Alors, je me suis un peu éloigné de ces catégories, mais ça n'empêche pas d'échanger avec les entraîneurs par rapport à ça. Sans vouloir rogner sur une de tes prochaines questions là, sur les comportements environnementaux, par exemple. oui. Quand tu mets, ce qui serait intéressant de voir avec Philippe, peut-être, c'est quand tu mets une fille dans une équipe de garçons et qu'ensuite, pour l'entraînement, par exemple, et puis match, s'il y a mixité, et ensuite tu la remets dans une équipe fille, voir ce transfert-là. Comment elle peut réagir, comment elle peut s'adapter et ce qu'elle en pense. Moi, les retours que j'en avais à une époque, c'est que quand j'étais un petit peu plus près des catégories de jeunes comme ça, de U11, U9, c'était qu'elles aimaient bien quand même se retrouver entre elles parce que c'était pas le même état d'esprit. Voilà. Après, se pose toujours la question, c'est comme le surclassement. Est-ce qu'on a intérêt à faire évoluer un gamin ou une gamine en U13 ou le surclasser en U15? C'est bien aussi de développer des gamins qui sont capables de dominer dans leur catégorie, mais c'est bien aussi de les mettre en difficulté sur la catégorie au-dessus. Après, comme disait Philippe fort justement, on est quand même dans une phase d'évolution morphologique et physique chez les filles qui est quand même importante à cet âge-là. Et passer U13, c'est les mettre en difficulté à les mettre avec les garçons, quoi. Parce que bon, quand on sait que la maturité va arriver à 15-16 ans, elle commence à être réglée. Enfin, il y a quand même il y a pas mal de choses qui se jouent au niveau physique chez elle. Et bon, je pense que jusqu'en U11, U12, ça peut passer. U13, ça commence peut-être à devenir compliqué à gérer sur les aspects humains. Voilà. Et ça, il faut qu'il y ait des entraîneurs qui soient assez sensibles à ça et assez vigilants pour protéger tout le monde. On va perdre Ouais. Je sais pas, toi, On a Christophe, perdu notre les coach. retours que tu as de tes entraîneurs? Puisque Christophe et Philippe, vous avez à peu près la même fonction dans vos clubs. Donc, quelle approche vous avez avec vos entraîneurs par rapport à ça? Nous, il y a une mixité qui s'opère sur les U11 et sur les U13 également. Et moi, j'en suis ravi. Déjà, on parlait de la dimension athlétique tout à l'heure. Je trouve que il peut y avoir de différences comme il peut ne pas y en avoir du tout. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des filles qui peuvent être largement en avance, en tout cas sur le développement physique par rapport à certains garçons, même chez les U13. Et que j'ai toujours été très favorable justement à cette mixité-là, même si on le fait pas nous ici sur Malakoff, même sur les catégories U15, U17, voire même U20. J'ai un exemple, c'est le 3-3. Il me semble que la pratique du 3-3 en compétition à haut niveau, il y a eu, il me semble, je sais plus si Médaille c'est d'argent, encore ouais. le cas, médaille d'argent sur des équipes mixtes. Mmh. Et que voilà. Alors, il faut différencier l'entraînement et le basket loisir. Hein. On peut jouer dans des équipes mixtes en s'amusant. Et la haute compétition, est-ce que ça changerait fondamentalement les choses que de faire de la très haute compétition? Imaginons par exemple une équipe de France A mixte. Il faudrait évidemment préciser le règlement pour qu'il y ait toujours une, deux, trois filles en même temps sur le terrain, etc. Mais je serais curieux
de pouvoir constater justement cette évolution-là. Je suis pas certain que la nature même de la pratique du basket puisse être complètement changée si jamais on la pratique sur des équipes mixtes là. Je suis pas convaincu. Voilà, je trouve que ça serait une bonne chose. En tout cas, sur le développement des joueurs, c'est toujours très intéressant que de pouvoir entraîner et faire jouer garçons et filles en même temps sur le terrain. Parce qu'il y a des différences et que l'un peut apporter à l'autre finalement. Ouais, tout à fait. Et notamment les filles. Les filles pourraient beaucoup apporter aux garçons, je pense, dans certains domaines. Oui, je crois que dans l'aspect camaraderie, esprit d'équipe, etc., Ouais. c'est peut-être dans Gestion de groupe, tout ça. les filles. Chez les garçons plutôt. Tout à fait d'accord. Alors, avant de poursuivre Oui, sur les questions. Vas-y, Christophe, vas-y. Pardon, Flo. Non, je pense que tu vas y venir tout à l'heure. Non, mais je pense que tu vas y venir tout à l'heure. Mais c'est vrai que le basket féminin a des atouts incontestables par rapport au masculin. Et cette mixité, justement, pourrait permettre encore de s'enrichir encore un peu plus. Voilà ce que je pense. Alors, avant de poursuivre sur les questions qu'on s'est posées, on a plusieurs questions d'internautes. Alors, on a déjà une première remarque de Christophe qui dit: bonjour au Pôle Espoir. Nous de Poitiers, régulièrement, nous faisons des entraînements communs. Donc, ça va dans le sens que vous évoquiez. On a une question de Chris. Passage de la NM3 à la NF3 très satisfaisant. L'an dernier, un plaisir d'avoir joué contre l'excellent Philippe Agostini avec Menton. Un parcours superbe sur tant de saisons. Donc, Philippe, Merci. un fan. Christophe qui repose une question cette fois-ci sur le travail technique physique pour les joueuses de deuxième année en fin de cycle prêtes à intégrer un cursus INSEP ou centre de formation. C'est très intéressant pour elles et les garçons ne sont pas sont tous dominants, notamment les U14. Voilà. Et puis il y a Alain Statari qui dit: salut Olivier, salut Christophe. Ouais, là, ça Bonjour, Alain. va te polluer. Salut Alain, mais si ça commence comme ça, on va te polluer ton chat là. Faut. Alors, on a quelques autres questions et des commentaires, mais avant de répondre à ces questions-là, on va continuer. Donc, plus on se rapproche du haut niveau, est-ce qu'une différence physique se fait ressentir? Christophe? Je pense que oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la différence sur le plan athlétique est évidente, surtout sur le haut niveau. On va comparer à la meilleure équipe de France, Monaco, Lasvel, Dijon. Si on considère uniquement l'aspect athlétique, cette dimension athlétique, et que vous prenez l'équipe de Bourges, de l'Asvel féminin, évidemment qu'il y a une différence athlétique entre les filles et les garçons. Hein, mais je répète encore une fois, je pense que c'est une erreur fondamentale que de comparer le basket masculin et le basket féminin sur cette dimension athlétique. Il faudrait pouvoir à un moment donné considérer la différence athlétique qu'il peut y avoir entre deux équipes féminines ou entre deux équipes masculines. C'est là-dessus qu'il faudrait se pencher. Mais voilà, même si on peut avoir des contre-exemples et des cas exceptionnels, hein, des filles qui sont athlétiquement surdimensionnées et un joueur homme qui est sous-dimensionné physiquement. Il y en a, hein, il y a des joueurs de basket à haut niveau qui sur le plan physique sont vraiment à la rue, quoi. Mais ils compensent avec d'autres qualités. Donc le basket n'est pas un sport de 1 contre 1, c'est un sport collectif. Philippe, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Tu m'entends plus là, tu m'entends? C'est à moi que tu m'adresses? Oui, c'est à toi, Philippe. Oui, bon, je rejoins complètement Christophe. De toute façon, on peut pas comparer athlétiquement ces deux baskets-là, mais par contre, c'est en termes d'engagement. L'engagement est le même. Et je trouve que depuis quelques années, depuis une dizaine d'années,
le basket féminin a redoublé d'engagement. Et on voit beaucoup plus de 1 contre 1 chez les filles qu'on ne voyait avant. On voit beaucoup plus de duels, beaucoup plus de véritablement d'engagement. Et de ce côté-là, elles se sont véritablement rapprochées des garçons. Je souhaiterais voir les garçons se rapprocher des filles dans l'autre sens, dans le côté partage collectif, solidarité, etc. Chose qui ne vient pas encore. Peut-être que ça viendra un jour. Et peut-être que le fait de faire évoluer des garçons et des filles ensemble, peut-être que ça favoriserait cette transformation chez les garçons. Mais voilà, oui, la différence athlétique est liée, mais bien sûr, on va pas les faire jouer les uns contre les autres, mais les uns avec les autres, ça peut intéresser du monde. Et ensuite, je répète, c'est une question d'engagement. Et l'engagement dans le basket féminin aujourd'hui, il est énorme, surtout à haut niveau. Pierre? Ouais, non, pas grand-chose de plus. Tout à l'heure, on évoquait, je crois que c'est Christophe qui évoquait le 3-3. Pour avoir eu l'occasion d'assister à une compétition de 3-3 du côté de Voiron, une compétition internationale, c'est vrai que je me suis vraiment régalé en assistant au match du 3-3 féminin, parce que justement, ce côté, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais le côté, l'intensité des deux côtés était les mêmes. Il y avait une notion d'espace qui permettait vraiment d'aller très spontanément et en première intention dans des intentions de duel, ce qui n'était pas forcément l'une des caractéristiques premières du basket féminin, même si je rejoins Philippe sur le fait que c'est en train d'évoluer. Et du coup, je trouvais que cette suragressivité qu'on retrouvait pas forcément, dans mon référentiel du basket féminin, je retrouvais pas forcément. Le 3-3 féminin offrait cette espèce d'équilibre entre altruisme, volonté de construire collectivement, et à la fois, de par le fait d'avoir des espaces, de par le fait d'avoir une contrainte de temps relativement serrée, permettait aux filles de partir dans cette espèce de suragressivité qu'on leur connaissait pas habituellement. Et je pense que c'est aussi voilà, ça va aussi contribuer au fait d'emmener les joueurs et joueuses de demain vers un basket qui va être de plus en plus dans le duel, dans l'agressivité et dans lesquels la dimension athlétique finalement les deux baskets vont encore une fois ne faire qu'un seul, quoi. Olivier? Olivier? Mais là, on parle d'autre chose, là. Puisque Philippe et Pierre, vous parlez tous les deux d'engagement. C'est pas une caractéristique athlétique, l'engagement. La dimension athlétique, elle est mesurable. Être capable de traverser un terrain, chronomètre à la main, être capable de sauter haut, être capable d'être endurant, etc. Ce sont des données qui sont mesurables, ça. Mais c'est justement là-dessus, à mon avis, que le débat doit aller. C'est sur ces atouts incontestables que représente le basket féminin en termes d'investissement et d'engagement. Je pense que là, effectivement, tous les deux, vous avez touché du doigt ce qui pourrait être finalement une définition idéale du basket féminin. Quand on parle d'engagement et d'investissement, je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Et évidemment, avec beaucoup d'engagement et beaucoup d'investissement, on peut effectivement faire parler une qualité athlétique. Mais c'est un peu, moi qui n'ai jamais été coach d'une équipe féminine, si un jour je dois le devenir, j'arriverai sur la pointe des pieds avec beaucoup d'humilité par rapport à des spécificités du basket féminin. Et le basket féminin, les spécificités, à mon avis, elles sont là-dessus. Elles sont sur l'implication que les joueuses peuvent avoir, la compréhension du jeu. J'ai un peu le sentiment finalement qu'un groupe de filles ressent vraiment ce besoin qu'on pose le cadre avant même de prendre la décision de s'engager et donc de s'investir après totalement dans le projet. J'ai l'impression, Philippe, tu as été coach de filles, enfin vous avez tous eu une expérience, contrairement à moi, sur du basket féminin, mais j'ai vraiment l'impression que si les choses ne sont pas claires, très claires, ça peut pas démarrer. Et c'est là-dessus que, voilà, c'est pour ça que je parle d'humilité. Pour quelqu'un qui vient du monde masculin,
Je pense que c'est la grosse différence. Olivier? Qu'en penses-tu, Olivier? Bah écoute, ouais, moi je pense qu'il y a un aspect sociologique aussi qui est assez important parce que il faut se rendre compte que la majorité des sports sont entre guillemets dits masculins avec tout ce qui s'y rattache en termes de force, de puissance, etc. Donc sur la dimension athlétique, il faut, sans vouloir féminiser le discours, mais il faut être assez pragmatique par rapport à ça et se poser la question justement de notre approche. Parce que nous, on est entraîneur, et pour moi, un entraîneur, il est singulier, il s'adresse à chaque athlète dans son intégrité, dans sa complexité. Donc c'est à prendre en compte quand on va entraîner justement un groupe de filles. Donc si on reste sur la dimension athlétique, pour moi, j'y vois pas de différence, si ce n'est, comme tu disais Christophe, qu'il y a des chiffres qui parlent, voilà, en termes de puissance, en termes de poids, de tout ce que tu veux, tu peux mesurer, oui, effectivement, par quelques exceptions, puisqu'il y avait une des questions tout à l'heure, c'était sur, tu nous avais posé en amont, c'était par rapport au dunk. Oui, oui, il y a des filles qui savent dunker, bien sûr, ouais, ouais. Mais il y a des garçons qui savent toujours pas dunker, donc c'est pas un problème. Et à partir de là, on peut aussi basculer sur d'autres réflexions, donc dans les savoir-faire, dans les savoir-être. Après, voilà, je pense que si on glisse dans ce que tu disais, Christophe, oui, ça fait partie des particularités, voire des différences qu'il peut y avoir par rapport à ça. Il faut savoir que chez les garçons, quand même, il y a quelque chose qui s'appelle la testostérone, et chez les filles, les oestrogènes. Donc, on va pas refaire un cours d'anatomie ou de physiologie, mais ne serait-ce que là, déjà, les différences sont marquées. Donc, il faut en tenir compte. Après, Alors, avant de vous demander, si je peux te contredire, vas-y, Christophe, vas-y. je pense que tu peux quand même basculer sur les filles, hein. Ton expérience te permettra quand même dans la gestion du groupe de t'adapter assez rapidement Non, mais et je veux dire, tu oui, oui, disais, je vais oui, arriver sur la pointe des oui, pieds. oui. Et puis, Au contraire, on est au niveau ah oui, oui, ah, de vraiment. Ah l'environnement, non, on est vraiment, sur, vraiment. on n'est pas sur un statut peut-être, on est plutôt sur des valeurs et peut-être que c'est là où il y aura juste une adaptation à mettre en place au départ. Mais après, je pense que si on prend dans l'altérité, si on prend les individus, euh, pour moi, il n'y a pas de complexe, enfin, il y a pas de complexe à avoir ou tu vois d'appréhension en tout cas. Ouais, non, mais enfin, non, mais vraiment, c'est pas que je suis pas Ah non, serein, non, mais si c'est tu pas ça veux, que je voulais mais dire. Non, vraiment, non, non, c'est pas là-dessus. j'arriverai, non, parce que je pense vraiment que cette dimension de groupe, j'ai l'impression que, oui, comme je le disais tout à l'heure, chez les filles, il y a quelque chose qui est dominant vraiment, c'est ce savoir-faire ensemble, cette dynamique de groupe. Elle est très très importante chez les filles. Quand je regarde l'équipe de France jouer, quand je discute avec des joueuses issues donc du monde féminin, hein, du basket féminin, et c'est dans les discussions finalement ça revient sans cesse. On ne peut arriver à aucun résultat si cette dimension de groupe-là n'a pas le dessus sur tout le reste finalement. Et pourquoi je te disais que j'arriverais comme en marchant sur des œufs, c'est que je pense que tout ce qui est contenu, savoir et pourquoi on fait les choses est très important. Et je pense que un groupe de filles a vraiment besoin de maîtriser ça pour pouvoir avancer. Et un entraîneur, moi je serais ravi, hein, vraiment, c'est une expérience qui me plairait vraiment beaucoup. C'est que je pense que ça nous permet à nous, entraîneurs, de progresser aussi, d'être au contact de filles et de systématiquement se remettre en question. Je pense que c'est une qualité finalement indispensable à un coach consciencieux qui veut progresser tout le temps. Voilà, c'est quelque chose qui m'habite, quoi. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Alors avant de continuer par rapport à la question que tu évoquais Olivier tout à l'heure là par rapport au dunk, nous avons une remarque de Chris qui nous dit il a un groupe NF3 avec KD League masculin, ballon 3-3 taille 6 poids taille 7 au sortir de la saison du printemps et continue de défense au sol, travail du surnom et opposition sur demi-terrain. Donc Chris il est plutôt dans votre optique de mélanger un petit peu filles et garçons pour obtenir une complémentarité. Donc Olivier, j'ai bien compris ton point de vue sur le dunk. Est-ce qu'une fille peut dunker? Donc oui, voilà. Philippe, Christophe et Pierre, qu'est-ce que vous en pensez?
Sur le fait qu'une fille puisse dunker? Oui. Bah oui, il y en a quelques-unes. Certes, il y en a pas beaucoup, mais je pense que c'est vrai que ça rejoint un petit peu ce que disait Olivier sur le côté sociologique. Comment dire, il n'y a pas si longtemps que ça, pour une fille, faire du sport, c'était déjà une exception. Et en fin de compte, plus elles en font et plus leurs compétences et plus leur performance montent. Et il y arrivera bien un jour où elles vont toutes y arriver, ou presque, ou autant que les garçons probablement. Je sais pas, je suis pas assez calé là-dedans pour savoir si physiologiquement elles pourraient toutes y arriver. Mais en tout cas, à force d'entraînement et dans les mêmes conditions d'entraînement que les garçons, les performances se resserrent. Donc je vois pas pourquoi elles n'y arriveraient pas. Alors oui, il y a une différence athlétique aujourd'hui, c'est certain, mais certaines y arrivent. Donc plus on va bosser et plus les autres vont s'y rapprocher, hein, bien sûr. Hein. Christophe? J'ai pas entendu, pardon. Et par rapport à ton, j'aimerais avoir ton avis, pardon, sur est-ce qu'une fille peut dunker? Bah, on l'a déjà vu. C'est vrai, Enfin, c'est des choses j'ai l'impression qu'on voit rarement, mais qu'on voit de plus en plus. c'est clair. Euh, mais quelque part, enfin, c'est pas ce qui m'intéresse le plus finalement dans le basket féminin de voir de Non, voir les filles dunker. parce que c'est intéressant. C'est pas le plus intéressant, exactement. Voilà, moi, ouais, j'ai vraiment, vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, je regrette de ne pas l'avoir dit euh, je vais pas l'avoir dit lors de notre dernière visio là. Oui. J'ai pris un pied énorme à voir jouer l'équipe de France sur le TQO de Bourges. Mais vraiment, hein, et puisqu'on parle de cette dimension athlétique, même dans la dimension athlétique de l'équipe de France avec Sandrine Gruda, mais pas que. Hein. La dimension athlétique, c'est pas que sauter haut, dunker. Hein. Moi, les filles de l'équipe de France, toutes, hein, d'une manière générale, m'ont impressionné sur cette dimension-là. Mais c'est pas ce qu'il me fait vibrer quand je vois un match de basket féminin. L'intensité avec laquelle elles jouent est très souvent aujourd'hui beaucoup plus importante que chez les garçons. Sur les enchaînements d'actions, sur les transitions, alors pas transitions offensives et défensives, mais sur les transitions situationnelles aussi, sur un demi-terrain, sur une possession de 24 secondes, l'intensité qui arrive à être dégagée comme ça d'un match de haut niveau de basket féminin, pour moi, est bluffant aujourd'hui. Et je la trouve aujourd'hui très souvent plus spectaculaire que chez les garçons, où on s'aperçoit qu'un match de Jeep Elite peut être chiant à regarder parce qu'il n'y a aucune intensité. Aucune. Et ça, c'est aussi une dimension athlétique que d'être dans l'intensité. Parce que c'est mesurable. C'est vraiment mesurable, ça. Mais ouais, le dunk chez les filles, honnêtement, bon, c'est toujours sensationnel, hein, mais On s'en fout. enfin, si on attend de voir une fille dunker pour se mettre devant un match de basket, on va pas aller bien loin. Hein. Pierre, ton avis? Ouais, je les rejoins tout à fait. C'est-à-dire que l'action du dunk, c'est l'action qui est spectaculaire et qu'on voit sur la highlight, mais encore une fois, la richesse du basket, c'est justement au-delà des highlights et je pense que la NBA notamment est très forte pour communiquer là-dessus et nous vendre une saison régulière tous les jours des top 10 dans tous les sens, sauf que tu prends un paquet de matchs de saison régulière, ils sont d'un ennui mortel, quoi, parce que encore une fois, ce que disait Denis, il y a pas Christophe, pardon, t'as pas cette intensité-là, t'as pas cet engagement et tu t'en sors pas. Et je pense Ouais. que tu vas retrouver plein d'autres choses bien plus intéressantes dans cet engagement. J'ai eu la chance moi d'être à Bourges pour assister au TQO et en effet tu ressentais cet impact physique que l'équipe de France pouvait avoir sans forcément que ça tombe dans quelque chose de spectaculaire. Mais le dunk est l'attendu spectaculaire que le spectateur lambda attend. Mais si on attend encore une fois que ça d'un match de basket féminin, c'est qu'on passe à côté de plein d'autres choses,
d'une richesse technique, d'une richesse tactique qu'on ne voit peut-être pas par ailleurs. Et encore une fois, oui, les filles peuvent dunker. Est-ce qu'on va faire des top 10 à l'issue d'un match de ce genre d'action? Je crois pas. Mais c'est pas grave, il y a plein d'autres belles actions à mettre en avant à la fin d'un match de finir. Alors, évoquons Je maintenant rejoins Christophe sur l'intensité. Excuse-moi, je voulais rebondir sur ce que disait Christophe par rapport à l'engagement et l'intensité des filles. On le voit assez tôt pour avoir suivi depuis 3-4 ans les U15 élites, les pôles espoirs féminins à travers ma fille et à travers Olivier, puisqu'il l'a coaché l'année dernière en championnat de France avec la région PACA. L'intensité qui était mise chez les filles était belle à voir comparée à celle des garçons qui était, pour moi, je trouvais qu'il y avait moins d'engagement chez les garçons de U15 championnat de France que chez des filles où il y avait tout un groupe qui mettait un investissement complet, où il y avait véritablement puis alors c'est pendant 40 minutes des allers-retours incroyables avec une pression défensive à plonger sur tous les ballons alors c'est peut-être pas tous les ans comme ça, j'ai pas vu toutes les années un groupe de filles mettant une intensité énorme, mais en tout cas ce que j'ai vu l'année dernière via Olivier et sa très belle 3e place au championnat de France de Interligue l'année dernière, c'était assez impressionnant. Donc, évoquons maintenant la dimension psychologique. Quelles sont les caractéristiques du mental masculin et celles du mental féminin? Et est-ce que vous trouvez qu'il y a une réelle différence entre les hommes et les femmes à ce niveau-là? Olivier, Olivier, je vais essayer de répondre en premier, je te vois sourire. Allez, Olivier. Non, mais je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une belle intro. Ouais, une belle intro, c'est ça, voilà. Tu vois, déjà, j'ai envie de te dire, là, moi, j'ai en face de moi, j'ai un écran avec que des têtes de gars, donc j'aurais aimé que sur un débat comme celui-là, ça soit un peu plus féminisé, parce que je me sens un peu seul en tant que féministe, convaincu, mais non, au niveau mental, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a la testostérone et les oestrogènes, donc déjà au niveau physio, il y a pas mal de choses qui se jouent. Pour te donner juste un petit historique, le basket féminin arrive au JO en 76, donc il y a un aspect culturel aussi, tu vois. Et puis comme je disais tout à l'heure, les sports sont masculinisés, donc on attend de mettre en place certaines choses qui se passent dans le basket masculin au niveau féminin, alors qu'on s'adresse à des êtres humains qui sont singuliers, qui n'ont pas du tout les mêmes modes de fonctionnement, et je parle pas de sexe là, hein, je parle juste d'être humain. Donc ta question elle est assez complexe, et je pense qu'on n'aurait pas d'une heure pour y répondre. Au niveau mental, pour moi, il y a plus de différence. La différence, moi, je la voyais parce que je n'étais pas prêt. Maintenant, je suis un peu plus informé, je suis un peu plus expérimenté, et je peux te dire que quand tu t'adresses à un garçon de 2 mètres et que tu lui rentres dans la courge violemment parce que tu te dis ouais c'est un mec et qui s'effondre en larmes, tu peux faire la même chose avec une fille qui va te regarder et sourire parce qu'elle aura été blindée à cette forme de discours, parce que sa culture, etc. Enfin, elle fera que. Là, je viens de finir le bouquin de Melissa Plaza, qui est footballeuse et doctorante en sociopsychologie. C'est assez riche quoi, au niveau information, parce que pour arriver à haut niveau et avoir un doctorat, mentalement, il faut être accroché quoi. En se blessant, enfin, elle a vécu quand même différentes aventures et il est arrivé. Si on doit le transposer au secteur masculin, on aura d'autres histoires comme ça, bien entendu. Donc c'est pour ça que la dualité, tu vois, elle est assez complexe. Je pense que c'est comme si je te disais que les filles s'habillent en rose et les garçons en bleu. Donc c'est sociétal, tu vois. Est-ce qu'on est obligé systématiquement de transposer ce qui se passe dans la société? Et en ce moment, on le voit pas mal de choses à notre discipline. Moi, j'ai arrêté parce que à un moment donné, je m'adresse à des individus et plus à des filles, à des basketteuses ou des basketteurs. Voilà. Donc je vais être obligé de répondre un peu à côté de la plaque, mais c'est ma réponse. Mais c'est une réponse, c'est ça le plus important. Pierre ?
Ouais, alors moi je vais parler de ma toute petite expérience, hein. Je vous dis, je suis plutôt quand même tourné sur les garçons, mais malgré tout, de par mes différentes missions, j'ai eu l'occasion de prendre en main des groupes de filles. Et comme disait Olivier, je pense que je suis pas forcément, quand c'est de façon ponctuelle et pas forcément, qu'on n'est pas forcément préparé à ça, on est un peu surpris par deux, trois petites choses et je vais vous faire part de mes surprises, mais encore une fois, qui n'a pas de valeur, j'ai pas étudié la question et je la maîtrise pas, hein. Faut bien faire le tri dans ce que je veux dire, mais moi le sentiment que j'ai, c'est que les groupes de garçons que je peux parfois avoir entre les mains sont plutôt, euh, j'allais dire, bêtes et disciplinés. Et là encore une fois, je fais un cliché, mais si je leur demande de réaliser une tâche, grosso modo, ils vont réaliser la tâche. Et au bout d'un quart d'heure, s'ils comprennent pas pourquoi ils le font, là ils commenceront à se poser des questions et à remettre en question un peu la consigne du coach. Là où les groupes de filles que j'ai eu l'occasion d'entraîner de façon ponctuelle comme ça, ne se lançaient pas dans l'exercice, ne rentraient pas dans la situation tant qu'elles n'avaient pas tant qu'elles n'étaient pas sûres d'avoir vraiment compris ce que la situation et pourquoi on mettait cette situation en place. Donc j'ai vraiment eu ce sentiment de devoir être clair dans mes consignes. Là où parfois je pouvais être un peu suffisant dans la mise en place de certaines situations en disant bon c'est ça, la situation elle tourne, j'ai pas besoin de m'expliquer, j'ai pas besoin de me justifier ou quoi que ce soit, sans que ce soit forcément une volonté pour les filles de demander des explications ou de demander de remettre en cause l'intérêt de la situation, mais voilà, j'avais le sentiment qu'elles avaient besoin de comprendre ce qu'on faisait et pourquoi on le faisait. Autre chose, le deuxième aspect, moi, sur l'aspect psychologique, c'est le sentiment, il y a un sentiment d'appartenance à un groupe, je pense, qui est présent des deux côtés, garçon ou fille, mais avec une volonté, enfin, une facilité pour le garçon. Là encore une fois, je parle des jeunes garçons que j'ai pu entraîner, de U13 à U18, on va dire, mais une facilité pour le jeune garçon à sortir du collectif, pour se mettre un peu en avant, et d'un point de vue basket, du coup, à partir dans des actions individualistes que j'ai moins vu, que j'ai moins expérimenté du côté des filles, où on est plus dans voilà être dans le collectif et servir le collectif et voilà, je trouve peut-être moins chercher à être sur le devant de la scène. Philippe? Philippe? Oui, bon, ben, je vais rebondir sur ce que je connais le mieux, c'est-à-dire les divisions intermédiaires, puisque j'ai coaché N1, N2, N3, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Autant si j'ai pas envie de parler d'une différence mentale chez l'individu, que ce soit une fille ou un garçon, c'est surtout le groupe c'est surtout du groupe que vient la différence. C'est surtout de l'application de ce que va demander le coach qui va être différente. C'est la réaction du groupe par rapport à ça. Déjà, il y a une chose qui m'a toujours frappé, c'est que quand j'ai entraîné les filles et que je voulais recruter des filles, la première question des filles, c'était avec qui je vais jouer et qui va m'entraîner. Vas-y. Chez les garçons, c'est plutôt combien je vais toucher et quel sera mon temps de jeu. C'est déjà deux composantes complètement différentes. Et ensuite, comment dire, ça se traduisait rapidement dans le jeu. Alors, je crois que c'est tout à l'heure Christophe qui disait qu'il avait l'impression que chez les filles, il fallait que tout soit casé tout de suite et que ce soit prêt. Effectivement, en fin de compte, un groupe de filles, je trouve qu'elles s'appuient beaucoup plus sur le projet de jeu. Elles ont besoin d'un projet de jeu, elles ont besoin de se retrouver dans un canevas, aussi bien à l'entraînement qu'en match, et pouvoir avoir ces barrières-là et que tout le monde s'y tienne. Et si jamais il y en a une qui sort de ces barrières, ça peut être très très compliqué enfin c'est très mal compris par les autres et très mal accepté. Chez les garçons, ça l'est beaucoup plus. Il y a le côté individualiste, le côté égocentrique assez poussé, alors que les filles ont besoin des autres pour pouvoir s'exprimer et vivre une aventure. Souvent, j'ai vécu ça avec les groupes de filles. On a vécu une aventure. Les garçons, c'était un petit peu moins. On a eu
plutôt des relations interpersonnelles plus que véritablement de groupe. J'ai remarqué aussi que chez les garçons, c'est plus facile d'avoir du gris, c'est-à-dire il y a des fois ça va pas, des fois ça va, c'est moyen, ça va à peu près, et des fois tout va bien. Chez les filles, souvent j'ai vécu du tout va mal, et du tout va bien, mais rarement du gris. Et puis c'est plus difficile à trouver quand ça va pas, parce que les choses sont difficilement dites, les rapports sont compliqués. Quand on est un coach garçon, qu'on entraîne des jeunes filles, les rôles sont parfois ambigus. C'est parfois peut-être un petit peu faussé par rapport à ça. Et ça demande véritablement de bien se poser, bien y réfléchir. Je me suis fait piéger plus jeune par des relations que je pouvais avoir avec certaines joueuses que je n'aurais pas dû, ou des mots que j'aurais pas dû employer parce que je venais du basket masculin au départ. Donc ça demande un certain apprentissage, de la même manière que quand on est chez les filles et qu'après on replonge chez les garçons. Il faut retourner dans une autre vision de jeu où il y a besoin de moins cadenasser le jeu, où il y a besoin de moins de, on va dire, de repères pour que les garçons puissent évoluer. Ils ont besoin peut-être plus de liberté, etc. Alors ça, je dis bien, je me positionne dans toutes les catégories intermédiaires, N2, N3, N1, enfin N1 moins maintenant parce que maintenant c'est pro, mais à l'époque ça l'était pas. Et aujourd'hui, par contre, plus on va se rapprocher du haut niveau et plus ça va s'estomper, ces choses-là. Un groupe de filles comme un groupe de garçons, ça va rester sensiblement. Les différences vont se réduire. Mais voilà, c'est vraiment au niveau de l'état d'esprit d'un groupe tout entier où je vois des différences. Il y a toujours un truc qui me faisait rigoler, c'était que quand vous avez un groupe de garçons qui attend son entraînement et qui a un entraînement qui va se terminer, il y a les garçons qui dribblent sur le côté, qui sont impatients, ils font du bruit, et puis dès que l'entraînement est terminé, boum, même quand il n'est pas encore terminé, ils vont shooter sur le côté, etc. Et le groupe de filles, ben, elles sont assises patiemment sur leur banc et elles papotent et elles attendent que ce soit le coach qui les appelle tout ensemble, mais parce qu'elles restent tout ensemble à discuter, quoi. Voilà, c'était ces petites différences rigolotes. Mais voilà, c'est très enrichissant. J'ai vécu de très belles années avec les filles, comme j'ai vécu de très belles années aussi avec les garçons. Mais quand ça marche bien avec les filles, c'est encore plus valorisant. C'est encore plus démonstratif et l'importance du groupe, il fait vraiment, véritablement. Christophe? Christophe, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Donc j'aimerais bien avoir ton avis sur je reviens un peu sur ce que Pierre a dit tout à l'heure. Enfin, Olivier et Philippe l'ont dit également aussi. Je trouve que cette notion d'appartenance et d'intégration dans le groupe est un élément clé pour les filles. C'est le sentiment que j'ai. Et j'ai souvent reproché à mes joueurs leur manque de rigueur et le fait qu'ils soient trop souvent désorganisés. Pas que sur le terrain d'ailleurs. C'est un peu le reproche que j'ai fait aux équipes que j'ai entraînées. Alors après, on est tous différents en tant que coach, hein. Moi, je suis quelqu'un d'assez exigeant. C'est vrai que j'entraîne beaucoup et longtemps en plus de ça. Et c'est des choses d'ailleurs que les garçons m'ont très souvent reproché, que j'entraînais trop. Et qu'ils n'ont pas envie de s'entraîner autant, voilà. Et c'est cette manque de rigueur et ce manque d'organisation qui finalement m'a moi personnellement un peu trop laissé sur ma faim. Ça a généré chez moi un peu de frustration parce que ça m'a pas permis finalement d'aller là où je voulais. En tout cas, ça ne m'a jamais permis d'aller encore un peu plus loin dans les détails. Et je trouve que c'est une des qualités propres au monde féminin que d'être très souvent dans la rigueur et dans l'organisation. Vous avez donné des exemples tout à l'heure de fin d'entraînement de garçons, début d'entraînement de filles, etc. Je trouve qu'effectivement, cette notion
de solidarité, elle est beaucoup plus présente chez les filles que chez les garçons. Chez les garçons, on peut constater assez régulièrement qu'on est très solidaire quand tout va bien. Alors je sais pas chez les filles, hein, et en même temps que de dire, de ma part en tout cas, ces choses-là, c'est aussi un cliché, mais dans l'autre sens. C'est de dire que les garçons sont pas rigoureux. Il y a des groupes qui ont été d'une rigueur remarquable, très organisés, etc. Mais si on doit comme ça faire émerger des tendances, voilà ce que je pourrais dire sur le côté psychologique entre un groupe de filles et un groupe de garçons. Alors, on a une question de Maxence. Donc déjà, bonsoir Maxence. N'ayant pas un habitus sportif et une culture sportive aussi développée que les garçons, ne doit-on pas leur donner à manger encore plus techniquement? Qu'en pensez-vous? Olivier, toi qui es plutôt le coach féminin, là, un peu plus référencé, qu'est-ce que tu en penses? Attends, refais-moi la question là. Alors, il nous dit, n'ayant pas un habitus sportif et une culture sportive aussi développée que les garçons, ne doit-on pas leur donner plus à manger encore techniquement? Alors après, la culture sportive, elles l'ont de plus en plus. Je t'ai dit, il y a eu un retard au démarrage. Moi, j'ai été confronté même en jeune à des joueuses qui sont quand même, qui vont voir des vidéos assez régulièrement, où tu es obligé de les freiner même. Hein. Donc, c'est pas un problème. Je pense que le retard, pour moi, il n'est pas conséquent. Maintenant, c'est pas en mettant plus de technique, comme disait Christophe. Hein, tu peux mettre plus de technique si tu le fais plus longtemps. Je sais pas si ça aura une incidence. Après, on est sur un sport quand même assez explosif, donc c'est une des qualités premières qu'on peut retrouver chez la majorité des joueurs et des joueuses actuellement sur nos équipes nationales. Moi, je mettrais pas la balance au niveau technique. Je resterai sur de la prévention, je resterai sur un développement. On parlait d'engagement et d'intensité tout à l'heure. Je mettrai mon focus plutôt là-dessus. Quitte à faire, si tu veux, tu fais monter le curseur sur la complexité et la qualité. Voilà. Plutôt que sur la quantité, peut-être. Ok. Philippe? Philippe, une question? Ouais, j'ai mis la veste, j'avais un peu frais là. Non, écoute, ça fait un moment que j'ai plus coaché de filles, mais sur les souvenirs que j'en ai, je me souviens de jeunes filles qui avaient soif d'apprendre, qui avaient envie de faire du travail individuel. Encore une fois, sur ces catégories intermédiaires où c'est difficile d'avoir du temps d'entraînement parce qu'on est à 2 ou 3 entraînements par semaine. Chez les garçons, le travail individuel parfois et dans ces divisions-là était vu comme rébarbatif, alors que chez les filles, je sentais qu'il y avait un besoin, de trouver que le coach leur apporte quelque chose, voilà. Et le travail individuel est important pour elles, et ça privilégie aussi une relation entraîneur-entraîné plus importante chez les filles que chez les garçons. Alors pas chez les jeunes, parce que chez les jeunes je trouve qu'il n'y a pas de différence, mais chez les adultes, il y avait cette différence-là que je trouvais assez importante, la relation entraîneur-entraîné qui était plus importante aux yeux des filles qu'aux yeux des garçons. Après, Flo, est-ce que Maxence il peut repréciser sa question peut-être? Sur quelle catégorie, dans quel sens il a posé sa question? Maxence, tu as entendu la question d'Olivier, je te laisse repréciser tes propos. Voilà. Donc comme ça, dès qu'il nous posera la question, on pourra apporter une réponse supplémentaire. Christophe, Pierre, un avis? Toujours un peu particulier de parler de faire plus chez les filles que chez les garçons. Un entraîneur, il doit faire ce qui est bon pour son équipe. Donc forcément, c'est difficile de faire une généralité par rapport à ça. Je pense que les filles ont besoin techniquement de maîtriser vraiment ce qu'elles font. J'ai le sentiment qu'on verra moins des filles tenter des gestes un petit peu risqués, un petit peu qu'elles ne maîtrisent pas en tout cas. Donc je pense qu'il y a, d'un point de vue technique, il y a un besoin de beaucoup répéter, de beaucoup maîtriser le geste qu'on travaille avant de pouvoir le restituer en match. C'est un peu le sentiment que j'ai.
Mais si la question plus que chez les garçons, non, je suis pas à l'aise pour répondre par rapport à ça. Christophe? Il y a un aspect, il y a quelque chose que j'ai toujours essayé d'instaurer chez les garçons, c'est la préparation mentale. Et je parle pas de suivi psychologique, attention, parce que là, c'est très dangereux de parler de ça avec les garçons, mais de la préparation mentale. J'ai toujours constaté le fait que les garçons sont pas du tout prêts à rentrer dans ce genre de choses-là. Je sais pas si c'est de l'ego, je sais pas si, je sais pas. Je sais que les filles, pour avoir vu évoluer quelqu'un qui était facile pour moi de voir évoluer, parce que c'est mon père et qui a beaucoup coaché chez les filles. Je l'ai vu faire des choses sur la préparation mentale et il a pu mener ses travaux donc jusqu'au bout et notamment avec les équipes nationales. Et je trouve qu'effectivement, bon, c'est un paramètre qui pour moi aujourd'hui devient de plus en plus important dans cette notion de performance. Et c'est peut-être quelque chose, si jamais j'étais à la tête d'un groupe, enfin d'une équipe féminine, c'est peut-être quelque chose qui me plairait de faire avec elle. Ouais, voilà. Je pense que sur l'aspect technico-tactique, il y a quasiment aucune différence, même sur la préparation physique. Je trouve qu'il n'y a pas de différence. Mais sur la préparation mentale, je trouve voilà, que ça s'y prête peut-être un peu plus chez les filles que chez les garçons, malheureusement. Je dis bien malheureusement. Alors la question que Maxence nous a posée juste avant va nous permettre de passer sur la dimension technique. Est-ce que l'on retrouve les mêmes mouvements en garçons et en filles? Et est-ce que vous trouvez qu'il y a une réelle différence entre les hommes et les femmes là-dessus? Pierre? Les mêmes mouvements, j'aurais tendance à dire un peu non, parce que je pense qu'il y a deux choses. Moi, je constate une distinction au niveau de l'aisance pure, technique, notamment chez les jeunes. Sur les sélections U13, j'ai l'impression de voir beaucoup plus de petits basketteurs qui tricotent, qui sont vraiment très très habiles avec une balle en main. Et par rapport aux filles, c'est un petit peu la distinction que je ferais hein, sur la notion d'aisance. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport au goût du risque, c'est-à-dire que vous allez, enfin, j'ai effectivement de voir beaucoup plus de garçons tenter de reproduire des gestes qu'ils maîtrisent pas, qu'ils ont vu sur un highlight ou qu'ils ont vu sur un match à la télé, tenter des gestes un petit peu compliqués là où les filles sont plutôt en recherche d'efficacité, voire même de sobriété par rapport à ça. Donc non, je pense qu'il y a techniquement il y a des choses qui sont différentes encore une fois, mais je pense que les garçons peuvent être dans la recherche de la complexité, du spectaculaire, là où les filles sont un peu plus sobres à mon avis. Christophe? Je trouve que c'est sur la dernière conférence que l'on avait fait, on avait parlé d'efficience. Je trouve que les filles font preuve de beaucoup plus d'efficience et pas d'efficacité. C'est-à-dire être capable de réaliser un geste technique sans débauche d'énergie. Excusez-moi, j'ai un appel en même temps. Voilà. Et voilà, après sur les gestes techniques, je ne sais pas quelle est la fille selon vous, qui est la plus technique au monde. Quel est l'exemple on pourrait comparer ce qui se fait de mieux sur cet aspect-là chez les garçons et chez les filles. Il y a des différences, je pense. Sandrine Gruda, qui est quand même une fille très technique, si je me trompe pas, sur son poste de jeu, là, le poste 4, est-ce que ces gestes à elle sont différents qu'un poste 4 chez les garçons? Je pense qu'il y a des différences, mais encore une fois, je trouve que c'est pas si important que ça. Je pense que le plus important, c'est cette notion d'efficience. Philippe?
Ouais, moi je suis pas trop d'accord sur les différences techniques. Pour moi, c'est la même chose. On enseigne les mêmes gestes. Ils sont après faits de manière peut-être différente ou à d'autres moments. Je rejoins le côté efficience. Souvent, je discute avec ma fille qui jouait en U15 Elite l'année dernière et je lui disais mais pourquoi tu passes jamais le dribble dans le dos, jamais un dribble dans le dos, jamais entre les jambes ou quoi que ce soit? Et elle me répond tout bêtement mais est-ce que j'en avais besoin? Pour passer mon adversaire, est-ce que j'en ai eu besoin? Je dis, bah non, en effet, t'en avais pas besoin. Mm. Quand on regarde une Céline Dumerc, c'est pas le genre de fille qui va s'amuser à faire 3 dribbles entre les jambes et 4 dans le dos pour passer son adversaire. Mm. Et alors que chez les garçons, ils vont plutôt s'amuser avec la baballe. Mais je me suis rendu compte qu'elles savent le faire, les filles, tout ça. Cette aisance-là, je connais des tonnes de petites dribbleuses là, impressionnantes, balle en main, quoi. Nous, dans notre club, l'année dernière, il y a 2 ans, on en a vu faire des choses aisance balle en main, des choses incroyables. Certaines l'utilisent. Quand on regarde une Marine Johannes, elle joue un peu comme un garçon. Hein. Et ce profil-là, j'ai un petit peu l'impression, et Olivier pourra peut-être m'en dire plus puisque lui, il travaille là-dedans. Il est sur les U15 élites depuis longtemps. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on recherche de plus en plus, cette aisance chez les filles. En tout cas, sur les U15, je l'ai remarqué, il y a énormément d'exercices là-dessus, et je trouve que les filles s'en sortent bien, et ça vient vite. Il y en a de plus en plus, quoi. Donc, là où ça risque d'être différent, c'est dans tout ce qui est, on va dire, la finition athlétique, sur tout ce qui est, verticalité. Où là, évidemment, il y a une différence dans la verticalité qui va permettre aux garçons de faire plus de choses qu'aux filles. Et je m'arrête là parce que je suis en train de prendre une averse sur la tête. Je rentre et on se revoit après. Pas de souci. Olivier, du coup, je te laisse répondre à Philippe par rapport à ce qu'il t'a dit. Ouais, non, sans parler d'expertise, mais dans les analyses qu'on peut faire, c'est que on est sur maintenant une notion de franchissement, de débordement dans le 1 contre 1 et obligatoirement sur un jeu qui était peut-être de prime abord trop collectif. Maintenant, quand on essaye de rentabiliser les duels, obligatoirement, on va passer par un degré d'aisance supplémentaire. Mais j'ai envie de transposer aussi le degré d'aisance dans la prise de responsabilité et dans la sélection des tirs. Si tu regardes sur les derniers championnats du monde, que ce soit en garçon ou en fille, il y a des équipes qui tirent aussi bien en garçon ou en fille une trentaine de fois par match en moyenne à 3 points. Donc ça s'équilibre plus ou moins. Et là, on est dans une prise quand même de responsabilité, une prise de risque. Donc là, pour moi, sur cette réponse-là, je ne vois pas de différence. Voilà. Et sur la spécificité, des flotteurs, des speed moves, enfin, tu vois, différentes techniques balle en main, on arrive à les retrouver aussi bien chez les filles que chez les gars. Donc, moi, je vois pas de différence là-dessus. Et dans les apprentissages, c'est la même chose. On a au contraire intérêt à très rapidement développer balle en main les jeunes, quoi. Un dribble fort. C'est une des tendances qui se dégage de ce qui se fait un peu partout dans le monde. Les Américains, depuis très très longtemps, ils sont là-dessus. Et surtout le dernier dribble, un dribble fort. La fédération a publié des travaux sur leur voyage d'études, notamment en Lituanie et en Espagne. Et c'est une des prérogatives finalement sur ces deux pays-là, dans l'apprentissage du basket, un dribble fort. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de se polluer avec des gestes techniques qui finalement ne vont pas vers cette notion d'efficience. Voilà, il faut arrêter. Faire les choses simples, mais avec beaucoup d'agressivité et beaucoup d'intensité pour pouvoir déjà faire la différence par rapport à son adversaire direct. Et je pense qu'il y a une toute petite différence, et encore, je dis ça, mais j'en suis vraiment pas convaincu, peut-être sur la finition. Dans cet aspect du jeu qui est le 1 contre 1, donc le duel, il y a peut-être
du fait de cette différenciation athlétique entre les hommes et les garçons, il y a peut-être effectivement quelques différences. Et encore, je suis même pas certain de ça. Je suis même pas certain de ça. Ouais, parce que tu as quand même des joueuses près du panier ou loin, comme Cambridge par exemple, quand on voit sur le TQO, qui a des lâchers propres et des finitions variées, en fonction des spots de jeu déjà, et puis peu importe l'adversité qu'on peut lui proposer, parce que des fois elle est à parité et des fois elle ne l'est pas, puisqu'il y a des small balls qui sont mis en place, mais elle est en capacité, elle, et puis de plus en plus de joueuses, justement, d'arriver à être efficiente. Donc, moi, de ce côté-là, je vois pas de différence marquante, en tout cas, dans les deux baskets. Si on peut appeler ça deux baskets différents, si c'est le même. Ouais, voilà. Après, il faudrait qu'on soit capable de parler de tous les gestes techniques du basket. Ouais. Bon, je pense pas que ça soit nécessaire là maintenant, mais voilà, le côté athlétique donne peut-être un avantage aux garçons sur la réalisation de certains mouvements, mais ouais, encore, je sais pas. Un alley-oop, par exemple, que ça soit Sur les chez les mouvements garçons, chez les filles. verticaux, j'ai le sentiment que sur les mouvements verticaux et sur les finitions près du cercle, il y a une grosse différence, il me semble. Voilà, parce qu'il y a plus de temps de suspension. Donc peut-être chez les garçons, l'opportunité, si le contre il arrive, de passer en dessous, sous le cercle et d'aller chercher un C'est ça. panier dessous, ce que les filles auraient moins tendance à faire. Ouais, il doit y avoir, évidemment qu'il y a quelques différences, mais sur les fondamentaux vraiment du jeu de 1 contre 1, attaquer un close-out par exemple, quand on joue à l'opposé, tous les mouvements dos au panier, les face-up, etc. Technique, je suis pas certain que on puisse sur les moves apprendre le jeu posté par exemple d'une manière différente chez les filles et chez les garçons. Enfin moi je ne saurais pas faire différemment en tout cas. Je m'excuse, j'ai l'orage chez moi, donc c'est pour ça qu'en fait ça a un peu bugué. Donc je suis de retour, c'est bon. Mais venez habiter sur Paris, il fait beau sur Paris. Il fait beau depuis 52 jours. Depuis 52 jours, il fait beau. On en a marre du soleil. Il fait beau, bon, ça caille par contre. Il faisait 6 degrés ce matin. Ouais. C'est con, il fait beau, mais tu n'avais pas le droit de sortir, c'est nous les boules, quoi. Si on sort, attends, bien sûr qu'on a le droit de sortir. On a le droit de sortir, évidemment. Encore heureux d'ailleurs. Donc là, on a été toujours sur la dimension technique, ce qui nous permet de faire la bascule sur la dimension collective. Quelles sont les particularités du basket du collectif masculin et du collectif féminin? Et est-ce que le 1 contre 1 prend le dessus sur la dimension collective, sur un des deux baskets? Olivier? J'ai pas compris, Flo. J'ai pas compris la question. Quelles sont les particularités du collectif masculin, les particularités du collectif féminin, et est-ce que le 1 contre 1 prend le dessus sur une des deux dimensions? Olivier? Ouais, c'est sympa. Non, mais la prochaine fois, je viens avec un casque parce que je suis le premier cordé. Donc, ouais, non, moi, avec plaisir. Vas-y, Flo, j'y vais. Je me lance. Non, moi, pour moi, encore une fois, il y a une différence et vous l'avez tous plus ou moins mis en avant dans la dimension collective, c'est de se passer la balle un petit peu plus régulièrement. Parce que certainement qu'il y a une notion d'ego qui va ressurgir par moment, peut-être plus sur le secteur masculin. Donc ça c'est indéniable. Maintenant on est quand même tous trempés dans le milieu du basket et on sait qu'il y a pas mal de résultats à très haut niveau, mais même à certains niveaux dans le secteur masculin qui ont quand même été mis en valeur par le jeu de passe aussi. Donc on est en capacité. Maintenant c'est sûr que il y a une culture autour du 1 contre 1 qui s'est développée très rapidement de l'autre côté de l'Atlantique et qui a des rebonds dans notre basket. Moi, j'ai tendance à dire que sur le secteur féminin, ça apparaît de plus en plus et de belle manière parce que il y a des lancements de jeu qui vont favoriser ça sur les traversées de terrain, sur des transitions offensives où on arrive à mettre dans du jeu posté ou dans du 1 contre 1 assez rapidement une joueuse. Donc, une fois de plus, j'ai envie de te dire que même s'il y a une
une marque que c'est estampillé encore au niveau du secteur féminin, qu'on arrive à se passer la balle un petit peu plus longtemps que sur le secteur masculin. J'aimerais moi me rapprocher des collègues qui sont sur le haut niveau pour savoir en termes de temps de possession de balle, au bout de combien de temps sont pris les tirs. Moi, je l'avais fait sur les U15 élites, ça, sur le nombre de dribbles et sur le temps que l'équipe avait la balle. Mais ce serait curieux, enfin, je serais curieux de savoir si, par exemple, Christophe, toi, tu avais fait ça, savoir en moyenne combien de temps tu passais en attaque avec ton équipe et de le transposer, par exemple, aux études qu'ont pu faire nos collègues en Ligue féminine. Je n'ai pas souvenir des études très précises. Il y a eu, en tout cas récemment. Je sais que 18% des possessions, un peu moins de 20%, ça dépend des équipes, hein, c'est toujours pareil. Il y a des équipes qui sont beaucoup plus dans la course que d'autres qui sont sur le demi-terrain. Prends l'exemple de Nanterre et Dijon, qui ont deux styles de jeu complètement différents. Même si Dijon, cette année, je les trouve très portés sur le jeu de transition et le jeu rapide. Mais il y a à peu près un peu moins de 20% des possessions qui sont jouées sur du jeu rapide, c'est-à-dire un tir tenté entre 0 et 7 secondes. Donc de la contre-attaque. Contre-attaque et début de jeu de transition. Et après, ça reste que du demi-terrain. Voilà, il y a en gros une moyenne qui a été établie, là, c'est 75 possessions par match à peu près, pour une équipe de Jeep Elite cette année. C'est une étude qui ont été faites cette année, ça. Et voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question là. Ben moi, c'était par rapport au temps et si on pouvait faire une corrélation entre le temps que tu passes en attaque, puisque plus tu restes en attaque, à mon avis, c'est pas pour regarder un joueur dribbler, et plus tu te passes la balle et voilà. Et donc définir si en Jeep Elite on était dans un jeu moins collectif entre guillemets que en Ligue féminine. Ça dépend des équipes, Si vraiment. Vraiment, ça dépend des équipes. Ouais, vraiment. Je ne sais pas si toutes les équipes du championnat féminin jouent de cette manière-là, en se passant la balle avec beaucoup de partage du ballon sur des possessions longues, etc. J'ai pas l'impression. Je sais qu'en Jeep Elite, oui, les équipes passent énormément de temps à se partager le ballon. Mine de rien, même si c'est vrai que depuis quelques années maintenant, on joue quasiment exclusivement sur des systèmes courts. Pascal Donadieu à Nanterre, est encore un des rares entraîneurs, peut-être avec Vincent Collet, qui insiste beaucoup sur des systèmes longs. Mais je trouve que finalement, on en fait beaucoup moins l'usage et que c'est beaucoup de systèmes courts. Mais sur des systèmes courts, il y a quand même quelque chose qui se dégage depuis pas mal de temps. C'est cette volonté de faire la différence tout de suite et de faire courir le ballon. En tout cas, d'être, tu vois, à la recherche de l'extra passe, vraiment du panier grand ouvert. Il y a les équipes qui jouent de manière un peu forcée comme ça, exclusivement sur du jeu de 1 contre 1, donc avec quasiment aucun partage du ballon, ils peuvent pas exister en Jeep Elite. Mais même en Pro B d'ailleurs, ça n'existe pas. Mais même en National 1, je suis sûr. Je pense que le basket est un sport collectif et que beaucoup d'équipes jouent avec cette volonté de se partager le ballon, vraiment. Ou alors Philippe, peut-être moi, si je peux me permettre, faut de lui poser la question, mais différemment. Avec plaisir, vas-y. Est-ce que tu mettais les mêmes systèmes de jeu sur une N de filles qu'un N de garçons, et sans prendre en considération le ratio taille-poids, etc. Tu vois, mais de façon plus générale et sur plusieurs années, est-ce que tu avais des systèmes qui étaient adaptables ou adaptés aux deux types d'équipes? Je me suis un petit peu planté au début quand j'ai pris les filles. Alors je venais du basket masculin, j'ai pris les filles et donc j'ai voulu montrer que pour moi il n'y avait pas de différence et donc j'ai appliqué la même chose. Ce que je faisais avec les garçons, je voulais le faire avec les filles. Je me suis un petit peu heurté à une culture, on va dire une culture méditerranéenne, une culture identitaire, enfin en tout cas du basket qui se pratiquait sur la Côte d'Azur, plus que véritablement du basket féminin. Et c'est venu plus tard en fin de compte. Et la dernière année où j'ai coaché, c'était Roquebrune c'était N2, à l'ancienne N2, donc ça fait de la N1 comme maintenant.
où véritablement j'ai senti que des systèmes que je pouvais faire avec les mecs passaient avec des filles, aussi bien sur attaque de zone que sur attaque placée. Mais il m'a fallu 6-7 ans quand même pour trouver. Alors ça venait probablement des joueuses que j'avais sous la main et de l'expérience du vécu des joueuses, de l'histoire des joueuses, de leur construction, qui n'étaient pas passées par des centres de formation, etc. Donc c'était particulier. Mais en tout cas, si je dois faire une différence entre le basket pratiqué collectivement chez les filles et chez les garçons, bien sûr qu'il y a plus de partage chez les filles, c'est clair. Bien sûr qu'il y a plus de solidarité chez les filles, mais on est capable aussi de le faire chez les garçons. Et il m'est arrivé d'avoir des équipes superbes en garçons comme des équipes superbes en filles. Je me souviens dans cette année à Roquebrune, quand on était en N1, on pratiquait vraiment un super basket, mais aussi avec des super joueuses. Et on a pratiqué aussi un super basket avec des garçons, peut-être pas avec des super joueurs non plus, mais peut-être plus appliqués dans le respect de ce que demandait le coach, etc. Et pour en venir tout à l'heure, tu parlais de temps de jeu en attaque. C'est vrai que je sais que, par exemple, à Menton, nous, cette année, on était en phase aller. Bon, j'enlève tout le côté blessure, etc. Mais en phase aller, on était beaucoup dans la difficulté. Et j'avais des joueurs, peut-être certains joueurs un petit peu égoïstes, et on prenait des tirs très rapides. On annonçait un système court et un système long, et on le raccourcissait automatiquement. Et en fin de compte, à la trêve, il a fallu que je trouve des systèmes longs qui impliquent tout le monde, mais plus longtemps, pour aller au bout des choses, pour pouvoir se prendre le temps de renverser le jeu, d'aller chercher l'extra passe. Et on a trouvé ça sur les phases retour. Et ça nous a permis de développer un basket beaucoup plus collectif, beaucoup plus intéressant. Et ça nous a permis de gagner. Mais ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir avoir les deux, en fin de compte. Ce qui nous intéresse tous, c'est d'être capable d'avoir du jeu rapide en moins de 7 secondes, d'être capable de pouvoir marquer un peu plus que 20% du temps. C'est parce que ce sont des paniers faciles. Mais en même temps, trouver les solutions sur jeu placé, c'est aussi intéressant pour nous, coach. Et avec les garçons comme avec les filles, j'ai pris le même plaisir. Et après, peut-être, là où on peut voir une différence, tout à l'heure on parlait de Jeep Elite, mais je serais curieux, j'ai pas fait les études, j'ai pas regardé, juste visuellement parlant, je pense que dans le basket espagnol, qui est beaucoup plus sur un basket total, un basket qui joue sur une énorme intensité, je pense qu'ils ont des shoots beaucoup plus rapides que ce qu'on voit en Jeep Elite, avec beaucoup moins de jeux demi-terrain. Alors, je suis pas plongé dedans, je suis pas sûr de ce que je dis, mais c'est une impression que ça me donne. Si, je confirme. Voilà. Confirme. Voilà pour mon avis. Olivier, l'avis a été complet? Oui, bien sûr. Ah, génial. Génial. Non, mais pour compléter, Philippe, par rapport à ta question là, sur les niveaux intermédiaires, quand tu vois du niveau, on va dire, au niveau régional espagnol, c'est sûr que ça va beaucoup plus vite. Enfin, c'est ce vers quoi on tend, bien entendu, et ce vers quoi on va arriver assez rapidement sur ces niveaux intermédiaires aussi. Donc, c'est ce qui devient intéressant, parce qu'eux, ils y sont déjà, et je pense que nous, on est en train de faire basculer les choses dans ce sens-là, quoi. À avoir une alternance entre le jeu rapide et le demi-terrain dans toutes les catégories, donc ça, c'est bien. Pierre, du coup, par rapport à la question qui a été posée au tout début, est-ce que tu as un avis? Disons que pour moi, le jeu collectif est finalement une succession de duels. Alors, duels porteurs ou non porteurs, mais en tout cas, le simple fait d'arriver à se démarquer, c'est qu'on a pris ou on a créé un avantage de son défenseur. Donc, la notion de duel, on va l'avoir en permanence tout au long de la séquence offensive. Après, c'est surtout au niveau de la prise d'initiative. Et je pense qu'il peut y avoir une différence, on avait déjà évoqué un peu tout à l'heure, avec les garçons qui peuvent spontanément plus vite arriver dans une prise d'initiative et se sortir du projet collectif, en tout cas dans l'expérience que j'ai eue, où il faut arriver à leur faire prendre un peu plus de patience. Donc c'est un peu la distinction que je ferais entre les garçons et les filles de ce point de vue-là. Mais encore une fois, faut pas. J'évite de dissocier le collectif du duel, puisque encore une fois, si tu veux que ton collectif soit efficace, il faut que chaque individu représente un danger pour
pour l'équipe adverse et donc dans une recherche de créer du danger ou de poser des problèmes, tu retrouves un peu cette notion de duel. La question, c'est voilà, qu'est-ce que tu fais de ce duel-là? Est-ce que tu le mets au service du collectif pour aller chercher une passe de plus, pour aller chercher un renversement supplémentaire et pour mettre la balle là où tu es censé la mettre, là où le jeu voudrait que tu la mettes? Ou est-ce que tu utilises ce temps de duel pour essayer de te mettre en avant, essayer de créer l'action décisive? C'est un petit peu ce sur quoi j'ai besoin de moi de réfréner les joueurs, c'est d'essayer de pas forcément chercher à être prendre le temps avant de chercher à être décisif. Voilà, peut-être que le collectif est nécessaire. Et on parlait de Deep Elite et de ce qui se passait au plus haut niveau chez les garçons. Je pense que maintenant les scouting reports sont tellement complets, la connaissance des adversaires est tellement poussée, que ce soit d'un point de vue collectif ou individuel, que de toute façon tu peux plus te contenter uniquement d'exploits individuels et tu es obligé d'avoir un temps de création collective pour mettre le duel final et le joueur ou la joueuse qui va jouer le duel final dans les meilleures conditions, et ça passe forcément par un temps de préparation collective. Christophe, passons sur la dimension environnementale. Quels facteurs environnementaux tu identifierais sur le côté masculin et lesquels tu identifierais sur le côté féminin? Est-ce que ce sont les mêmes ou est-ce que tu as une différence là-dessus? Je suppose, encore une fois, j'ai pas d'expérience chez les filles. Je suppose qu'il doit y avoir quelques différences. En tout cas, chez les garçons, il y a un facteur qui est prépondérant, c'est les agents. Tu as évidemment une relation directe avec chacun de tes joueurs, toi en tant que coach. Mais il y a des paramètres finalement qui, aujourd'hui, je trouve, prennent de plus en plus de place dans ta gestion quotidienne, hein, de la manière de faire fonctionner ton équipe. Il y a les agents, il y a la direction du club et le rôle du président dans tout ça. Petite parenthèse, ça m'est arrivé d'apprendre, par exemple, que la veille d'un match important, le président à l'époque avait appelé un des joueurs de l'équipe pour lui suggérer de beaucoup plus shooter à 3 points. Bon, tu vois, je te parle de haut niveau là, hein, c'est pas en National 3 que c'est arrivé ça. Donc voilà les facteurs environnementaux qui peuvent à un moment donné, si tu veux, favoriser ou nuire à la performance de ton équipe. Il y a aussi le rôle des partenaires. Quand effectivement tu te retrouves dans ce contexte-là où après les matchs tu as des malheureusement, parce que je trouve que c'est un fléau, hein, c'est quelque chose de nécessaire parce que c'est un apport de financement, mais quand justement ces partenaires-là franchissent certaines limites et régulièrement interviennent comme ça directement auprès des joueurs pour leur demander pourquoi ils sont nuls, quoi, tout simplement. Ceci, ça a été une expérience vécue. Bon, après, heureusement, il y a des joueurs intelligents qui arrivent à mettre ça de côté. Mais bon, voilà les facteurs environnementaux. Alors, les facteurs environnementaux, très souvent, on pense le contexte du match. Hein, si c'est un match de championnat lambda ou si c'est tout simplement une finale olympique. Avec le Paris-Levallois, je me rappelle que sur notre dernière année de Coupe d'Europe, là, on avait joué un quart de finale en Turquie contre Karşıyaka, j'ai encore la vidéo d'ailleurs avec moi là. Je le match dans un contexte, mais qui est même si on me l'avait raconté par le passé, ou quand on le vit, c'est assez impressionnant quand même. Donc c'est tous ces facteurs-là qui font qu'à un moment donné, la performance de ton équipe peut être un peu comme ça, ou favorisée, ou effectivement amoindrie. Voilà. Chez les filles, il me semble, encore une fois, j'ai pas envie de faire de généralités comme ça ou de choses qui sont trop criantes, mais il y a certainement, il me semble en tout cas, pour avoir écouté le discours de certains, qu'il y a des choses qui sont complètement différentes de ce que je viens de dire là. Par rapport à une vie privée, par rapport à une vie de famille, par rapport à plein de choses comme ça. Voilà,
Je ne sais pas ce que mes collègues en pensent, mais il semble qu'il y aurait quelques différences par rapport à ces facteurs environnementaux. Justement, Philippe, est-ce que tu aurais quelques facteurs supplémentaires ou est-ce que tu es totalement de l'avis de Christophe? Écoute, je serais tenté de dire que ça va venir chez les filles aussi, et que l'évolution du basket de haut niveau chez les filles va entraîner ces dérives-là, quoi qu'il arrive aussi. Je pense que ces interventions des partenaires, des présidents, des agents, il doit y avoir aussi. J'entraîne pas à haut niveau chez les filles, donc je peux pas savoir, mais je pense que si ça n'intervient pas pour le moment, c'est peut-être parce que c'est une ligue pro relativement jeune, la LNB, et que comme on se rapproche de plus en plus du jour où les filles vont dunker, on se rapproche de plus en plus du jour où il y aura ces interventions-là. En tout cas, dans les divisions intermédiaires, elles existent aussi bien chez les garçons que chez les filles, que ce soit des dirigeants qui aillent parler avec les joueurs à la fin du match, soit pour leur dire qu'ils ont été mauvais, soit pour leur dire que leur coach a été mauvais, enfin bon, ce sont toujours des parasites qui gênent le travail du coach, le travail du staff technique, tout ça. Que ce soit des filles ou des garçons, c'est un environnement sportif. C'est un petit peu ce qui se passe dans toute compétition en quelque sorte. Il y a du monde autour et on peut pas arriver à tenir tout le monde à sa place, pas tout le temps. C'est parfois dommage. Ça crée parfois ça crée l'échec, je trouve. Pour moi, ça crée l'échec, ces choses-là, quand on reste pas chacun à sa place. Ça crée l'échec, contrairement à ce que d'autres peuvent penser. Mais bon, ma foi, c'est humain. On est en plein dedans. Voilà, mais je vois pas de différence particulière entre les filles et les garçons. Enfin oui, peut-être pour l'instant, parce que je disais, voilà, la LNB est encore jeune, mais ça viendra. Pierre? Non, pareil, pas vraiment de différence. Je pense que même chez les jeunes, le premier facteur, ça peut être les parents, hein, avec la recherche. Vous avez les parents dans les tribunes qui comptent le nombre de paniers. Moi, j'ai dû reprendre une maman un jour, la maman d'un U11, qui avait promis 2 euros à chaque panier de son fils, et c'était n'importe quoi, ça tirait dans tous les sens. Elle pensait pas mal, hein, mais bon, il a fallu lui expliquer que c'était pas très constructif, ni pour lui ni pour le groupe. Donc ouais, c'est le premier phénomène, et ce phénomène-là du nombre de points, du nombre de minutes. Vous savez, quand vous sortez un joueur, et le premier réflexe du joueur, c'est d'avoir un regard vers le tableau d'affichage. Je me suis toujours demandé, et c'est vraiment très symptomatique de n'importe quel joueur que j'ai pu avoir, ce côté, est-ce qu'il regarde le score, est-ce qu'il regarde combien de temps il a joué finalement, voilà, ce côté un petit peu, on est quand même un sport très individualiste, hein, dans un sport collectif, pour un sport collectif, et donc le rapport à l'ego est quelque chose à prendre en compte, et parfois sublimé ou empiré, je ne sais pas comment dire, par l'environnement. Donc ouais, c'est quelque chose à prendre en compte, ouais, évidemment. Olivier, un avis? Un avis, oui, comme tout le monde, hein, le sport est le reflet de la société, donc même si on veut pas nous faire croire à ça en ce moment, et que à un moment donné on nous interdit de pratiquer, enfin il y a des trucs qui sont un peu particuliers dans ce qui se passe, mais la situation est très 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 particulière, donc je me permettrai pas de juger ça, mais ouais, Pierre l'a dit, ça commence par les parents, ça va aller sur les agents, après sur les dirigeants, enfin peu importe, après si on généralise, c'est les influenceurs, quoi. Voilà, ce sont les personnes qui sont autour, et c'est à nous, dans la gestion de l'équipe, l'entraîneur, d'être éveillé et d'être actif par rapport à ça. Il y a différentes stratégies à mettre en place qui sont pas forcément tout le temps les mêmes à mettre, hein, par rapport à un groupe et par rapport à cet environnement. Parce qu'il y a des environnements qui sont bienveillants, mais trop, et il y en a qui ne le sont pas. Donc voilà, c'est à nous d'être vigilants et éduqués surtout par rapport à ça, être conscient que à tout moment un groupe peut exploser en vol, et donc c'est comment se prémunir, anticiper tout ce qui pourrait nous arriver. Donc c'est un juste équilibre à trouver, mais bon, Christophe nous en a parlé, lui, à très haut niveau.
mais c'est la même chose à tous les niveaux, hein. On le voit, Pierre, là, sur les sélections ou autres, et même dans les clubs, hein, sur les écoles de basket, ça peut partir très rapidement en vrille. Donc, c'est comme ça, c'est l'évolution entre guillemets de la société qui le veut, et c'est à nous de nous adapter parce que de toute façon, il faut qu'on prenne le train en route. Dernière question. Pourquoi retrouvons-nous des statistiques folles plutôt en termes de points, plutôt chez les garçons que chez les filles, même si récemment j'ai vu qu'il y avait des perfs également en filles. Est-ce que c'est une question d'égoïsme? Et est-ce que cet égoïsme existe pour arriver au haut niveau, à votre avis? Pierre? Alors, quand j'ai vu ta question que tu nous avais préparée, là, je me suis amusé à aller voir les stats LNB et LFB et pour regarder un peu, essayer de comparer. Et tu te rends compte que globalement, sur les pourcentages de réussite, sur les choses comme ça, il n'y a pas forcément un gros écart. On va dire que sur un match de garçon, tu as un petit peu plus de points, puisque la moyenne de points pour une équipe en LNB est de 82, là où pour les filles c'est de 72, donc forcément tu as potentiellement plus de points marqués par match chez les garçons que chez les filles, donc ça peut générer ça. Mais quand tu fais la recherche sur les top scorers de la division, tu te rends compte que les meilleurs, les top scorers sont du côté des filles, avec deux joueuses à plus de 20 et 18 points, alors que chez les garçons, le meilleur marqueur était à 17,6 points, le joueur d'Orléans. Donc je pense que il y a ce côté, on est marqué par les grosses perfs statistiques qui sont bien souvent mis en avant par les ligues. Maintenant, est-ce que c'est la réalité du quotidien et des équipes lambda? Je sais pas forcément. Peut-être que c'est justement d'une équipe à l'autre la responsabilité des tirs qui est répartie un peu différemment. Peut-être que il y a des équipes qui jouent avec un peu plus. Quand tu me parles de gros scores, pardon, je pense essentiellement à la NBA, là où on entend parler de carton, où c'est un championnat où la statistique est roi et reine, et où tout est mis en place pour justement qu'il y ait des statistiques et des records qui soient battus saison après saison. Après, c'est vraiment une ligue qui est tellement particulière que je ne sais pas si on peut vraiment tirer des conclusions. Voilà, est-ce que je suis encore une fois sans vraie réponse. Je suis pas sûr qu'il y ait des grosses différences d'un point de vue de l'ego dans la réalisation des grosses plaques. De l'ego, il en faut pour en tout cas du caractère et de la confiance en soi. Donc je sais pas si c'est ça qu'on peut appeler de l'ego. Il en faut pour réussir. Combien de joueurs on a croisé sur des centres de formation, sur les sélections, qui avaient toutes les qualités, mais techniques, physiques pour réussir, mais qui n'avaient pas l'aspect psychologique. Et au contraire, combien de fois on a vu des joueurs au plus haut niveau performer alors qu'ils n'avaient pas toutes les qualités qu'on imaginait nécessaires pour réussir. Ouais, je pense que l'ego est important pour réussir. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre garçons et filles de ce côté-là? J'en suis pas sûr. Olivier? Ben, j'ai envie de te dire, tu as une équipe à majorité de U12 là, qui va passer en U13 l'année prochaine. Voilà. Et tu as donc des U12 qui vont arriver, ils vont pas trop toucher la balle, ils vont pas pouvoir scorer. Par contre, si tu inverses les choses et que tu as un U13 et plein de nouveaux qui arrivent, eh bien tu vas le créditer de quelqu'un qui joue perso, qui joue pour sa gueule, mais peut-être qu'il aura une expertise supplémentaire, il aura une année, ne serait-ce qu'une année de basket en plus, et donc c'est lui qui va scorer. Voilà, donc j'ai du mal à me positionner sur ce discours-là de dire que c'est un problème d'ego. Des fois, c'est des problèmes juste de circonstances. Après, l'histoire fait que ouais, t'as des top scorers. Donc, je veux dire, tu t'appuies sur leurs forces et tu mets en place ton système de jeu par rapport à ça. Que ce soit à un niveau intermédiaire ou à haut niveau, on a tous connu cette problématique-là, quoi. T'as un shooter dans ton équipe, tu vas pas demander à rajouter des temps forts quand il est isolé et qu'il a la balle, il prend ses tirs. Donc effectivement, il scorera beaucoup plus que d'autres. Mais si encore une fois dans ta stratégie d'équipe et tout est explicité, expliqué aux uns aux autres et que les responsabilités sont bien réparties, à partir de là, enfin, je pense que ce sera plus simple pour tout le monde, quoi. Philippe?
Ouais, je crois que si on parle des jeunes, oui, c'est clair que de toute façon, chez les jeunes, dans la catégorie jeune, tu as 2 ans à chaque fois. Celui qui est première année, celui qui est deuxième année. Donc automatiquement, déjà, ceux qui sont deuxième année ont un gros avantage. Quand on regarde les arrivées dans les pôles, les U15 élites, en garçon comme en fille, les premières années sont souvent perdues. Et tout d'un coup, il y a une explosion sur les deuxièmes années et automatiquement, il y a plus d'assurance, ça prend plus ses responsabilités et ça met plus de points. Après, dans le basket professionnel garçon-fille, oui, il me semble que peut-être il y a une prédominance plus de scoring chez les garçons, notamment en NBA, mais voilà, il y a le star system qui fait ça et tout. Moi, quand j'en vois qui pour mettre 50 points ont shooté 55 fois, franchement, ça m'intéresse pas. Mais ça intéresse le monde qui aime le spectacle par rapport à ça. Mais si je dois comparer aujourd'hui le basket qu'on pratique en France par rapport à ce que j'ai vécu moi quand je jouais, je crois que cette évolution, où quand on voit que les top scoreurs en garçon, ils sont à 17-18 points, moi à l'époque quand je jouais, j'ai connu des top scoreurs à 35-40 points, quoi. Et c'était souvent les Américains, sauf s'il y avait Hervé Dubuisson dans le coin. Mais sinon, mais ces joueurs-là, ils jouaient pratiquement 40 minutes par match. Aujourd'hui, on ne voit plus des joueurs qui jouent 40 minutes par match, ça se fait plus. Aujourd'hui, il y a des systèmes de jeu pour tout le monde. On essaye de varier le jeu un maximum, tout le monde touche la balle, il y a des renversements de balles, il y a du jeu intérieur, du jeu extérieur, on joue small ball, on joue grand taille. Je pense que le basket s'est beaucoup diversifié. J'étais joueur quand il y avait 2 Américains qui arrivaient dans le championnat. Les 2 Américains, ils jouaient 40 minutes et ils avaient tous les tickets shoot. Donc c'était facile de scorer dans ces moments-là. Et aujourd'hui, je trouve que les coachs ont fait du bon boulot dans cette répartition-là. Alors oui, il y a des super joueurs, des super scoreurs, même en Euroleague. Là, je sais plus comment il s'appelle, c'est Shane Larkin, je crois. Shane Larkin. Voilà, qui arrive à exister en étant un scoreur dans un championnat qui est très cadenassé. Voilà, c'est des exceptions. Ouais. Mais Avec un coach comme Ataman. oui aussi, et qui fait pas beaucoup tourner d'ailleurs. Ataman, il joue à 6. Donc Et basket de première intention, beaucoup de courses. voilà, donc si le jeu veut ça, oui, on peut avoir des gros scoreurs et des gros scoring, mais par contre, si les staffs font jouer un basket varié, on n'aura pas ces capacités de scoring là, mais par contre, on aura un scoring beaucoup plus réparti et qui, pour moi, doit amener à la réussite. Mais bon, j'ai tort, hein, puisque Anadou et Fesmussen sont devant. Hein. Et on termine avec Christophe. Moi, je pense qu'ils ont, que ce soit Pierre, Olivier, Philippe, ils ont tous les trois raison. Effectivement, je pense que c'est une histoire de paramètres, mais surtout de contexte. Le contexte NBA est un contexte de spectacle. Le contexte Euroleague est un contexte, comme la JP Elite d'ailleurs, un contexte de compétition vraiment, où le côté spectacle finalement n'est pas dominant. C'est aussi une histoire de contexte parce que tout dépend aussi du jeu qui est mis en place. Olivier en a parlé, Philippe aussi. On peut retrouver un joueur qui a été très fort scoreur dans une équipe auprès d'un coach, entouré de tel et tel joueur, qui finalement change d'équipe et se retrouve dans une situation plutôt délicate l'année d'après, parce que c'est pas le même style de jeu, effectivement, c'est pas les mêmes systèmes. Voilà, je pense que c'est une histoire de contexte. Après, un scoreur comme Edwin Jackson restera toujours un scoreur, mais Edwin, il n'a pas tout le temps été meilleur scoreur de la ligue dans laquelle il a joué. C'est pour ça que je parle de contexte en fait. Et les joueurs sont les premiers à dire d'ailleurs quand ça va pas. C'est oui, mais les systèmes ils sont pas faits pour moi. Oui, mais si, oui, mais ça. Oui, mais le meneur de jeu il est comme si. Bon, bref. Voilà. Après, je fais des petites catégories pour. Là, je rentre dans un nouveau délire là avec les jeunes de Malakoff. On va essayer sur toutes les catégories à partir de U11 de mettre en place finalement un concept de jeu. Très large où il n'y aura pas de poste défini, d'accord, mais qui sera basé sur le jeu en mouvement, le jeu sans ballon, voilà, tout ce qui est un peu réflexion.
en essayant d'aller vraiment du plus simple et jusqu'au un peu plus compliqué, mais pas trop chez les grands, pour justement qu'on puisse être un peu plus dans cette notion de partage. Et notamment le partage du scoring et de former nos joueurs et de leur donner la capacité finalement de faire les différences dans différents postes de jeu, que ce soit du poste bas, du jeu posté ou sur du jeu dans le champ extérieur là. Donc voilà, mais ouais, voilà, il y a des équipes qui jouent vite. Enfin bon, je pense que c'est vraiment lié à un contexte. Mais merci en tout cas. Avant de passer au remerciement, j'en profite pour voir le petit jeu. Le petit jeu, on va essayer de le montrer quand Kevin mettra l'enregistrement pour voir qui est-ce qui a gagné sa place pour le prochain live. Je vous rappelle que le prochain live est mercredi 20 à 18h45 pour le basket fauteuil. Donc on aura Daniel Paquet pour l'occasion, qui est coach des Hornets du Canet et qui joue la Coupe d'Europe. On aura Anthony Ladré qui est joueur actuel de Guy-Rengrange en Ardèche et qui est également coach U23. On aura Charles Zilla qui coach du côté du SMUC. Et on aura Anne Phillis qui est la coach des Guy-Rengrange Phoenix. Voilà, merci beaucoup messieurs pour ces 2 heures que vous avez passées avec nous. Vous avez été très bons et enrichissants. J'espère que les internautes s'éclateront aussi avec ce petit sujet. Et je sais que vous auriez pu en parler encore des heures, mais à un moment donné, vous allez vous essouffler et les gens vont moins regarder. En tout cas, merci beaucoup pour Merci Flo. Ce fut un plaisir. Merci à toi. Merci à Allez, toi. merci à tous. À Merci à bientôt. tous. Et si vous voulez revenir, il y a Salut. grand plaisir. Tu Salut. nous appelles. Salut. Ciao. Salut tout le monde.